Allô, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez. Bon, là, on va attendre quand même qu'on soit à un certain nombre avant de lancer le direct. Bon, alors, on va commencer. Et je pense que les internautes, les abonnés vont nous rejoindre en cours de route. Alors, avant de commencer, permettez-moi de vous dire tout d'abord que je suis très content de lancer ce premier live de la Causette Lannion. Durant tout l'été, j'ai réfléchi et je me suis dit, euh, au regard de l'intérêt croissant que portent la plupart de mes abonnés sur les thématiques relatives à la RSE, de bien vouloir lancer très prochainement des séances pour approfondir un certain nombre de thématiques parce que, hélas, encore, dans bon nombre de pays africains, il n'y a pas de formation fléchée RSE. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, il sera question des fondamentaux de la RSE. Durant toute la semaine, sur les réseaux du cabinet Lanignan, on a abordé la thématique de la RSE. Donc, aujourd'hui, le LEV vient boucler cette semaine consacrée à la RSE. Alors, sans plus tarder, l'objectif poursuivi dans le cadre de ce live est de vous amener à mieux comprendre les concepts clés qui sous-tendent la RSE. Très souvent, quand on me pose la question, Monsieur Lannion, vous faites quoi? Je dis, je suis consultant RSE. On me dit, mais c'est quoi la RSE? Aujourd'hui, vous avez la possibilité, l'opportunité d'apprendre davantage sur ce cycle-là. Alors, la présentation se fera en deux temps. Étant juriste de formation, j'ai pris l'habitude d'effectuer la plupart de mes plans en deux grandes parties. Mais avant d'aborder ces deux grandes parties, vous me permettrez de me présenter à vous. Alors, avant qu'on ne puisse avancer, on va regarder ensemble ce jingle. Alors, merci beaucoup. Donc, permettez-moi de me présenter à vous. Je m'appelle Loukman Lannion. Je suis diplômé en relations internationales de l'Université Jean Monnet à Lyon 3 et je suis spécialiste de la RSE. Dans une autre vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que spécialiste RSE au sein de plusieurs grands groupes français. Alors, depuis 4 ans maintenant, j'enseigne dans plusieurs écoles de commerce et de management en France, différents cours en lien avec soit la RSE, soit les achats responsables, soit l'inclusion, notamment le handicap en entreprise. Alors, après une première partie de vie de salarié, j'ai fait le choix il y a 4 ans de cela de créer ma propre entreprise, donc qui a pris la forme d'un cabinet de conseil spécialisé en conseil en stratégie et innovation. Quelques structures avec lesquelles j'ai l'opportunité de travailler depuis plus de 3 ans. Nous avons Total Energy que j'accompagne, notamment en tant que consultant sur les questions de politique handicap à l'international. J'ai eu l'opportunité d'ailleurs de rédiger
un guide consacré à la question du handicap dans 41 pays que vous pouvez retrouver, que vous retrouverez prochainement sur nos plateformes, mais également des entreprises, des institutions internationales avec lesquelles nous avons eu l'opportunité de collaborer. Donc, avant d'aller plus en profondeur dans la suite de la présentation, vous me permettrez de vous passer un petit jingle. Donc, avançons. La première partie Allô, on me signale qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Un instant, on va voir. Est-ce qu'on m'entend? Donc, on va pouvoir poursuivre, chers amis. Je pense que c'est bon, on devrait bien m'entendre parce que de mon côté, ça marche. Le micro est bel et bien activé. Oui, je confirme, le micro est bien ouvert. Donc, on va aborder tout d'abord la notion de la RSE. Donc, de manière générale, lorsqu'on parle de RSE, il faut retenir qu'on distingue deux grandes définitions de la RSE. On a d'une part la définition donnée par la norme ISO 26000, ou plutôt l'Organisation internationale de normalisation en 2010, mais également la définition donnée par la Commission de l'Union européenne en 2011. D'accord? Alors, revenons sur la définition donnée par la norme ISO en 2010. Pour cette norme, on n'entend pas RSO. Ici, on parle de RSO, responsabilité sociétale des organisations. On parle de RSO en termes de contribution volontaire des organisations au développement durable. L'accent est bel et bien mis sur le caractère volontaire de la contribution. Allons à présent sur la définition donnée par l'Union européenne qui considère la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, comme l'intégration volontaire par ces entreprises des préoccupations à la fois sociales, environnementales dans leurs activités tout en tenant compte des attentes de leurs parties prenantes. Lorsqu'on combine ces deux définitions, d'accord, en français facile, on peut retenir que la RSE n'est rien d'autre que l'action d'intégrer sans contrainte des préoccupations sociales et environnementales dans sa stratégie globale. Et lorsqu'on parle en ces termes et qu'on intègre à la fois la partie extra-financière dans l'évaluation de la performance de l'entreprise, on parle alors de performance globale et non plus uniquement de la performance financière et économique. Parler de la RSE, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a évoqué le lien entre la RSE et la norme ISO 26000 qui nous donne 7 questions principales, sinon centrales, de ce concept. Donc, selon la norme ISO 26000, on a 7 questions centrales qu'aborde la RSE. La première de ces questions, c'est la gouvernance. Et quand on évoque ici la gouvernance, c'est pour inviter notamment les entreprises à une gestion éthique et transparente. On a aussi les droits humains où on demande aux entreprises de respecter et de promouvoir les droits de l'homme. La troisième question centrale est relative aux relations et conditions de travail. Ici, on va encourager les entreprises à garantir
des conditions de travail sûres et justes, et tout en faisant la promotion du dialogue social, c'est-à-dire le fait que au sein de l'entreprise, toutes les décisions ne soient pas prises par la direction, mais soient prises aussi en échangeant avec les salariés, avec les représentants des salariés, notamment les syndicats. Quatrième question centrale, il s'agit de l'environnement. Donc ici, on invite l'entreprise tout simplement à minimiser l'impact environnemental de ses activités et d'apprendre à gérer ses ressources de manière responsable. Cinquième question centrale concerne cette fois-ci la loyauté des pratiques, qui met l'accent notamment sur la lutte contre la corruption, le fait de respecter les lois des lois de la concurrence, mais également de faire preuve de responsabilité dans toute sa chaîne de valeur. D'accord? Avant-dernière question centrale concerne notamment les clients et les consommateurs. Donc ici, on demande aux entreprises de s'assurer de mettre à disposition des consommateurs des biens et des services sûrs et de qualité, tout en protégeant leurs données personnelles. Dernière question centrale concerne les communautés, le développement local. D'accord? Ici, on demande aux entreprises de contribuer au développement social et économique de leur territoire d'implantation. Et je peux même dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des questions les plus abordées dans nos pays africains parce que la plupart des entreprises sous nos cieux en Afrique, lorsqu'on leur parle de RSE, c'est d'abord sous l'angle caritatif. D'accord? Donc, on vient de boucler ensemble les 7 piliers ou les 7 questions centrales de la norme ISO 26000 que je viens de vous présenter brièvement. Lors de ce live, c'est un live d'une heure de temps qui est structuré autour de 3 moments forts, la présentation, la période de questions-réponses, mais et également la dernière partie qui est une surprise que seuls ceux qui seront là jusqu'à la fin pourront vivre. Donc, je vous invite à liker, à mettre les cœurs, à partager pour que ce live, qui est un moment d'échange sur une thématique qui peut nous concerner tous, de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Alors, je vais poursuivre avec ma présentation avec ce qu'on appelle la théorie des parties prenantes. Alors, comme vous le savez, dans tous les domaines, qu'on soit en management, qu'on soit en relations internationales ou qu'on soit tout simplement en économie, il y a ce qu'on appelle les écoles de pensée. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans le domaine de la RSE, nous avons également un certain nombre de penseurs qui ont réfléchi, qui ont proposé des idées pour appréhender le concept. D'accord? Il y a énormément d'écoles de pensée, mais qu'on peut regrouper en 2 grandes catégories. Nous avons, par exemple, les courants d'inspiration moraliste qui vont mobiliser notamment les valeurs religieuses et éthiques pour appréhender la thématique. Et nous avons de l'autre côté également les approches économiques et sociologiques. Et d'ailleurs, la théorie des parties prenantes qui relève plutôt des approches économiques et sociologiques fera l'objet de notre attention. Donc, je ne parlerai pas de toutes les autres écoles. C'est pas le but de ce live, d'accord? Donc, lorsqu'on parle de parties prenantes, ce qu'il faut garder, c'est que c'est une notion qui nous vient des États-Unis comme bon nombre de choses en matière académique et économique d'ailleurs. Donc, c'est dans les années 60, d'accord, que cette expression a vu le jour et désigne tout simplement des groupes sans lesquels une organisation cesserait d'exister. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? À partir du moment où un groupe impacte l'existence d'une organisation, on considère ce groupe-là comme une partie prenante de cette organisation. Prenons un exemple simple, les universités.
Est-ce qu'on peut penser un seul instant que les universités puissent vivre s'il n'y a pas d'étudiants? C'est pas possible. Donc, les étudiants sont des parties prenantes des universités ou des centres de formation. Mais c'est pareil pour les entreprises. Est-ce qu'une entreprise peut prospérer s'il n'y a pas de clients pour acheter le bien ou le service? C'est pas possible. Donc, les clients également représentent un groupe de parties prenantes pour ces entreprises-là. Un des penseurs qui a le plus travaillé sur le sujet s'appelle Edward Freeman, d'accord? Et selon lui, par partie prenante, on peut entendre tout groupe d'individus ou tout individu qui peut être affecté ou qui peut affecter, d'accord, la réalisation des objectifs d'une organisation. Alors, aujourd'hui, on peut retenir qu'on regroupe ou qu'on considère généralement qu'il y a deux catégories de parties prenantes. D'accord? Nous avons les parties prenantes internes et nous avons les parties prenantes externes. Qu'est-ce qu'on entend par partie prenante interne et qu'est-ce qu'on entend par partie prenante externe? Alors, les parties prenantes internes vont regrouper un certain nombre d'acteurs, notamment la gouvernance ou plutôt la direction pour être plus simple, les salariés de l'entreprise, les syndicats, mais également les actionnaires. D'accord? Et quand on regroupe toutes ces catégories-là, on est dans le groupe de parties prenantes internes. Au niveau externe, on peut distinguer notamment les acteurs suivants, les clients, c'est-à-dire ceux qui achètent les produits et les biens et les services de ces entreprises. Nous avons les fournisseurs parce que quand on veut produire un bien, qu'on soit dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, forcément, on a des fournisseurs. On achète un certain nombre d'autres biens et services pour pouvoir produire notre propre bien et services. Les pouvoirs publics, parce que dans tout pays de droit, ce sont plutôt les pouvoirs publics qui régulent. J'ai évoqué tout à l'heure dans la loyauté des pratiques le fait de respecter les règles de concurrence. D'accord? Donc, c'est très souvent les pouvoirs publics qui vont réguler un peu la vie économique, d'où le fait d'être considérés comme des parties prenantes. Nous avons également les ONG et les médias. Que viennent chercher les ONG et les médias dans cette catégorie de parties prenantes externes? Alors, vous remarquerez avec moi que très souvent, lorsque une entreprise fait l'objet d'une controverse dans le domaine de la RSE, quand on parle de controverse, ce sont plutôt les situations qui viennent impacter négativement l'image, la notoriété d'une entreprise. Donc, quand une entreprise fait preuve de controverse, d'accord, ce sont plutôt les ONG et les médias qui vont en parler, qui vont sortir l'affaire. Vous voyez, quand par exemple une firme multinationale fait l'objet d'une controverse en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est plutôt d'abord les ONG qui vont en parler et des médias qui vont le relayer pour que le grand public puisse être au courant. N'oublions pas les concurrents, parce que quand on évolue dans un environnement économique, très souvent, on n'est pas seul. On n'est pas dans un système d'oligopole ou de monopole, mais on a aussi un certain nombre d'autres concurrents. Donc, il faut pouvoir être en veille de manière permanente pour également savoir ce que font vos concurrents. Nous avons les riverains. Les riverains, on entend par là plutôt les personnes qui sont implantées géographiquement le plus près possible des sites d'implantation de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, je viens de vous expliquer assez clairement la notion de partie prenante. Je pense que maintenant, ça doit être clair pour tout le monde. Je tiens à préciser que parmi les spécialistes de la RSE, il y a un acteur que parfois on considère comme partie prenante interne et parfois comme partie prenante externe. Il s'agit des actionnaires qui sont tantôt considérés comme des parties prenantes internes et tantôt comme des parties prenantes externes. Alors, on va maintenant aborder la
deuxième partie de notre présentation. Alors, cette deuxième partie est consacrée à une entreprise qui souhaiterait devenir responsable. Ici, je mettrai l'accent de manière très succincte sur les étapes pour construire une politique RSE. D'accord? Pour construire une politique RSE. Donc, sans plus tarder, on va structurer cette partie de construction de la politique RSE en 4 étapes. La première de ces 4 étapes, c'est l'évaluation et le diagnostic. Parce que très souvent, on ne part jamais de zéro. Il y a déjà un certain nombre de bonnes pratiques que les entreprises mettent déjà en place. Il faut d'abord évaluer l'existant et ensuite faire un diagnostic pour pouvoir relever les points forts, les points faibles par rapport aux différents enjeux ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance de l'entreprise. Deuxième étape, c'est l'engagement de la direction. Sincèrement, pour moi, c'est vraiment l'étape clé. Si cette étape n'est pas validée, la politique RSE est quasiment certaine de se casser la figure, c'est-à-dire de tomber à l'eau. Parce qu'il est important que votre gouvernance, votre direction puisse vous soutenir, puisse être sur les mêmes niveaux d'exigence ou d'objectifs de votre politique RSE. Et d'ailleurs, cette phase vous permet notamment de les informer et de les sensibiliser sur l'importance de la RSE. Et à partir de ce moment-là, la direction pourra officier des objectifs clairs à atteindre sur une période bien déterminée. Cela permet notamment aussi de pouvoir négocier le budget alloué à une telle politique. Très souvent, moi je vois en Afrique des entreprises qui ont bien envie d'avancer ou bien même des chefs de projet RSE qui ont envie de mettre en place des politiques RSE, sauf que leur direction n'est pas partante. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de budget alloué. Alors, troisième étape de la construction d'une politique RSE, c'est le dialogue avec les parties prenantes. Très souvent, quand je discute avec des chefs de projet RSE en Afrique, moi je me rends compte, même en France, hein, très souvent on a tendance à vouloir, entre les 4 murs de son bureau, pondre une politique RSE. La politique RSE, ce n'est pas une initiative qu'une seule personne ou un groupe de personnes à l'intérieur d'une entreprise nous sortent, même s'ils sont les plus intelligents. Non. La politique RSE, je fais référence notamment à la définition que ce soit la RSE ou la RSO, sur l'importance de tenir compte des attentes des parties prenantes. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut d'abord identifier et ensuite engager un dialogue franc avec vos parties prenantes afin de pouvoir prendre aussi connaissance, recueillir leurs attentes, ce qui vous permettra par la suite de pouvoir prioriser les différents enjeux. Parce que lors de cette phase de dialogue, il y a forcément un certain nombre d'enjeux qui sortent. C'est grâce à l'échange avec les parties prenantes qu'on va décider de prioriser tel et tel enjeu. D'accord? Dernière étape de cette phase de construction de la politique RSE, c'est l'élaboration de la politique RSE elle-même. Cela passe notamment par la rédaction d'un document stratégique avec un certain nombre d'objectifs à atteindre et des KPI pour pouvoir évaluer l'impact des actions qu'on prévoit déployer. D'accord? Et pour terminer cette partie, et cela fait lien avec la deuxième étape, c'est le fait de faire valider la politique par la direction et les parties prenantes clés. C'est-à-dire, votre direction doit pouvoir valider, une fois que c'est rédigé le document stratégique, votre direction doit pouvoir la valider. D'accord? Donc, on passe de la construction. Une fois qu'on l'a construit, maintenant, il faut faire quoi? Il faut déployer sa démarche. Et ce déploiement de la démarche RSE, je la structure autour de 3 grands points. Tout d'abord, c'est la mise en œuvre des actions. Une fois que vous avez un plan d'action, il faut maintenant déployer ce plan d'action. Et le plan d'action, très souvent, va intégrer des actions de formation, des actions de sensibilisation à la fois de vos parties prenantes internes, mais également des actions
adressé à vos parties prenantes externes. Le suivi et évaluation. Quand on met quelque chose en place, forcément, il faut régulièrement suivre l'impact, l'effet de ce qu'on essaie de mettre en place. Et qu'est-ce qui nous permet de suivre ce qu'on met en place? Ce sont les KPI, les indicateurs. Et ces indicateurs peuvent être quantitatifs, comme elles peuvent être qualitatifs. D'accord? Donc, ces indicateurs vous permettront de mesurer les progrès et l'impact des actions RSE mises en place. Et quand on parle de suivi et évaluation, il y a également le principe de redevabilité. Vous devez régulièrement rédiger des rapports qu'on appelle des rapports de durabilité pour rendre compte de ce que vous avez fait à vos parties prenantes. On va terminer cette phase par l'étape de l'amélioration continue. La politique RSE, ce n'est pas une politique figée. D'accord? Ce n'est pas une politique figée. C'est une démarche qui est appelée à être réajustée au fil du temps. D'accord? Et à recueillir notamment les retours d'expérience, les suggestions pour pouvoir effectuer les ajustements. Abordons maintenant la toute dernière partie de ma présentation consacrée aux enjeux de la RSE. Les enjeux d'une part et les avantages. Au niveau des enjeux, j'ai identifié 4 enjeux que je veux partager avec vous. C'est d'abord l'enjeu de l'image de marque, de la réputation. Lorsque vous mettez en place une politique RSE, cela permet d'améliorer la perception qu'on a de votre entreprise. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, que ce soit en Afrique ou au niveau international. Lorsqu'on parle de cette entreprise, on a envie d'y travailler, on a envie vraiment de s'investir pour cette entreprise-là parce que c'est une entreprise qui a une réputation positive. Quand on met également une politique RSE en place, cela emporte l'enjeu de la conformité réglementaire. Il faut respecter la loi. D'accord? Et d'ailleurs, c'est l'une des responsabilités d'une entreprise selon Archie Carroll dans sa pyramide de la RSE. Je reviendrai dans une autre phase sur faire un focus sur la pyramide de la RSE selon Archie Carroll. Donc, une entreprise doit respecter les lois en vigueur. Et quand vous mettez en place une politique RSE, cela vous permet d'avoir une idée claire de vos obligations légales, de les respecter pour pouvoir éviter des sanctions et des amendes qui peuvent mettre à mal la vie de votre entreprise. Alors, troisième enjeu, c'est un enjeu de gestion de risque. Très souvent, on voit la RSE comme une dépense. Ce n'est pas une dépense, c'est également un investissement qui permet de savoir identifier, de mieux connaître et de savoir mieux anticiper, d'accord, ces différents risques, que ce soit des risques en lien avec l'environnement, le social ou la gouvernance. Terminons ces enjeux par l'enjeu de l'innovation et de la compétitivité. Lorsqu'on met en place également une politique RSE, d'accord, cela emporte cet enjeu-là qui encourage l'innovation en développant des produits et services durables. Parce que quand vous dites que nous, on veut être une entreprise qui pollue moins, vous allez commencer à réfléchir à produire des biens et services qui consomment moins et cela va vous permettre également d'avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Terminons cette présentation par les avantages. Je partagerai ici avec vous 4 avantages de la RSE pour une entreprise, bien sûr. Alors, tout d'abord, lorsque vous mettez en place une politique RSE, cela va améliorer votre réputation, votre image de marque, mais également va fidéliser vos clients. Quand vos clients sont fidèles, ils viendront toujours acheter leurs biens et services chez vous. Vous aurez une bonne situation économique. Et il y a d'ailleurs une citation en Afrique qui dit « le bouche à oreille, c'est ce qui marche le plus ». Donc forcément, quand le client est satisfait, il va parler de vous à son camarade, il va vous recommander. D'accord? Premier avantage. Deuxième avantage, c'est l'attraction et la rétention des talents. C'est beaucoup plus un point qui concerne quasiment toutes les entreprises, qu'on soit en Afrique ou en Europe. D'accord? Parce qu'une entreprise fonctionne réellement avec des talents, des personnes qui ont ce petit truc en plus. Si vous savez les attirer, il faut aussi savoir les garder. D'accord?
il faut aussi savoir les garder. Et le fait de mettre en place une politique RSE, notamment en misant sur un certain nombre d'aspects relatifs à la qualité de vie au travail, tout ça, cela permettra à ces talents-là de mieux se retrouver à travers les valeurs de votre entreprise et de pouvoir se dire, moi, je me vois bien aller loin, faire toute ma carrière au sein de cette entreprise. Troisième avantage, cela permet de réduire les coûts. Et ça, c'est très important. Il faut que les entreprises soient conscientes de cela. Quand vous mettez en place une politique RSE, ce n'est pas une dépense faite en l'air, non. Une fois que vous l'avez mis en place, je vous assure que vous allez pouvoir réaliser des réductions de coûts. Parce que, un exemple concret, quand vous décidez par exemple de former vos salariés à des éco-gestes pour qu'ils puissent ne plus allumer n'importe comment, laisser les lampes allumées n'importe comment, cela va impacter vos factures d'électricité. C'est pareil sur l'utilisation de l'eau et même d'un certain nombre de ressources qui pourront in fine vous permettre d'optimiser le processus opérationnel et de réduire de manière efficace vos coûts. Dernier avantage que je partage avec vous, il s'agit cette fois-ci de l'accès à de nouveaux marchés. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a ce qu'on appelle les clauses RSE, où la plupart des entreprises données d'ordre vont mettre dans leurs appels d'offres des clauses RSE et vont vous demander de prouver que vous avez une politique RSE. Si vous n'en avez pas, vous êtes mis à l'écart. Donc, vous perdez ce marché-là. Vous ne pouvez pas compétir. Donc, les entreprises qui ont mis en place des politiques RSE sont en mesure de compétir. C'est pareil avec l'évolution législative et réglementaire ici en Europe qui va avoir également un impact sur les entreprises africaines parce que ce sont des lois ou des directives à caractère extraterritorial. Si je prends le cas de la CCRD, par exemple, dont le déploiement a commencé en janvier de cette année et va se poursuivre petit à petit, jusqu'à les 3 prochaines années et forcément impactera des entreprises extra-européennes qui collaborent, qui travaillent avec des entreprises européennes. Je donne aussi un deuxième exemple, c'est le cas de la loi française sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, des entreprises données d'ordre sont obligées de s'assurer que toute leur chaîne d'approvisionnement respecte un certain nombre de standards en matière de droits humains, d'environnement, de règles sociales. Si votre entreprise collabore avec ces gens d'entreprise, ben, vous risquez de perdre cette collaboration si vous n'êtes pas au pas. D'accord? Et pour terminer, sur les questions liées à la corruption, la loi Sapin 2 ou encore la FCPA américaine, la UKBA britannique, toutes ces lois-là qui ont un caractère extraterritorial, encore bien connu chez nous, mais qui emportent un impact négatif fort si jamais on vous prend la main dans la pâte et que vous n'avez pas réellement mis en place tous les dispositifs de due diligence qu'il faudra mettre en place pour éviter ces problèmes. Alors, donc, c'est sur ces mots que prend fin, moi, ma présentation. Donc, la première partie de ce live que j'ai présenté sur les fondamentaux de la RSE rapidement pour résumer. Donc, en deux grandes parties, on a abordé d'abord les notions de la RSE, ensuite une entreprise qui veut devenir citoyen responsable, que faire? Donc, dans la première partie, notion de la RSE, j'ai défini la RSE, d'accord? Ensuite, j'ai partagé avec vous les 7 piliers de la norme ISO 26000. On a terminé cette partie avec la théorie des parties prenantes, notamment en donnant quelques exemples de ce qu'on entend par partie prenante interne et externe. Et j'ai terminé la deuxième partie par comment on construit, comment on déploie sa politique RSE et quels sont les enjeux et les avantages de la politique RSE pour une entreprise. Donc, sans plus tarder, on va faire une petite pause et je vous invite à écouter ce jingle.
Donc, on va poursuivre avec la phase des questions-réponses. Je vais dans un premier temps aller sur nos réseaux sociaux pour voir si on n'a pas des questions. Je vais les lire parce que je suis tout seul, donc je vais les lire et apporter des réponses. Sur Facebook, j'ai parcouru les pages, on n'a pas de questions. Je vais aller sur LinkedIn pour voir si on a des questions par là-bas. Alors, je constate que nos premières questions viennent de, de LinkedIn. Donc, je vais les lire et essayer d'apporter des réponses. Alors, oui, on a reçu une question de Priscilla. Merci beaucoup pour la question. Donc, comment une entreprise de BTP peut-elle construire sa politique RSE? Très belle question. La présentation que je viens de vous faire, c'est une présentation qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la construction de la politique RSE. Forcément, en fonction de votre secteur d'activité, il y a un certain nombre de spécificités à avoir en tête. Donc, pour ma part, pour une entreprise du BTP, la première des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de faire un diagnostic pour savoir déjà qu'est-ce qui est mis en place. Qu'est-ce qui est mis en place. Ensuite, d'embarquer la direction pour que la direction puisse soutenir la démarche. Une fois que la direction a soutenu la démarche, c'est identifier les parties prenantes. Lorsque je vais prendre le cas d'une entreprise de BTP, forcément, parmi ces parties prenantes, il va y avoir des ouvriers qui travaillent sur les chantiers, d'accord? Il va y avoir des fournisseurs de matériaux, d'accord? Il va y avoir un certain nombre d'autres parties prenantes. Il faudra les identifier, ensuite échanger avec eux. Donc, préparer un questionnaire pour leur poser des questions, savoir quelles sont leurs attentes, quels sont les points qu'ils apprécient déjà dans ce que fait l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise peut améliorer davantage, etc. Donc, après cette étape-là, on peut maintenant identifier les différents enjeux. Forcément, quand on est dans le domaine du BTP, il y a un certain nombre d'enjeux qui vont mieux ressortir que d'autres. Je prends par exemple l'enjeu de la sécurité. D'accord. C'est un enjeu forcément qui ressortira. Parce que quand on travaille sur les chantiers de BTP, forcément, on est appelé à être beaucoup plus exposé à des accidents liés à son travail que quelqu'un qui est dans son bureau de banque, etc. Donc, il y a tout ce travail à faire. Ce que moi, je voudrais rappeler, c'est que il faut que les entreprises comprennent, une fois encore, que la RSE, c'est un investissement, c'est pas une dépense. D'accord? C'est quelque chose qui peut vous permettre, c'est une action qui peut vous permettre
de gagner des parts de marché, d'améliorer votre efficacité opérationnelle, financière, économique. Donc, à partir de ce moment-là, y aller. Et maintenant, quand on décide d'y aller également, c'est de ne pas rester entre ces quatre murs. Parce qu'une politique RSE, il est préférable de la structurer, de la construire en se faisant accompagner d'un consultant qui vous accompagne et qui vous aide sur toutes les étapes de l'élaboration de la politique RSE. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci. Ben merci, on vient de recevoir une autre question sur Facebook. Je tiens à vous remercier, madame, pour cette question. Alors, comment faire pour bénéficier de notre accompagnement dans le cadre d'une politique RSE? Ben, il suffit tout simplement de nous contacter, d'accord? De nous contacter. On se fera un grand plaisir de vous accompagner. Certes, le cabinet Lannion est basé à Paris, mais on dispose également d'une antenne à Cotonou pour pouvoir être au plus près de nos parties prenantes de l'espace OADA, parce que nous, on est convaincus aujourd'hui que c'est un sujet qui va monter en puissance au regard des liens forts entre la plupart des entreprises basées en Afrique et les entreprises basées dans les pays occidentaux. Donc, c'est un sujet qui va monter. Donc, on sera très heureux de vous accompagner. Et cet accompagnement va être un accompagnement 360 degrés, c'est-à-dire de la construction au déploiement en passant par la formation, parce que forcément, il faudra former vos professionnels qui sont en charge de la politique RSE de votre entreprise, mais également sensibiliser vos salariés sur les éco-gestes, sur l'importance de la RSE dans votre entreprise et sur le bien-faire qu'une politique RSE peut également avoir sur à la fois leur santé, leur sécurité, mais également leur bien-être au travail. On va voir sur les différents comptes si on a d'autres questions, sinon on pourra passer à la dernière partie de ce live. Donc, avant de passer à la dernière partie de ce live, on va faire une petite pause de quelques secondes. D'accord? Alors, la dernière partie de notre présentation qui sera consacrée à un caout.
Je pense qu'on a 3 commentaires. Voilà, on a. Merci beaucoup. Donc, dernière partie consacrée à l'instant ludopédagogie. Donc, cette dernière partie nous permettra à travers un jeu de quiz, de rebalayer en 14 questions tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, je vous invite dès à présent à nous rejoindre, d'accord, sur ce Kahoot. Je vous explique un peu le concept, il est très simple. Je vais partager l'écran. Vous aurez juste à scanner, d'accord, votre un instant. Je partage mon écran pour que vous puissiez. Donc, je pense que ça devrait être bon. Donc, le principe, il est très simple. Hein. Il est très simple. Vous avez un QR code, ceux qui ont un téléphone leur permettant de pouvoir, euh, scanner des QR codes. Vous aurez juste. Ok, est-ce que c'est possible de mettre le lien ou en commentaire pour nous qui ne sommes pas. Ok. Ben, le lien, c'est simple. Hein. Un instant, je vous mets le lien. Je vais mettre le lien, donc, c'est kahoot.it. Donc, kahoot.it. Donc, ça marche, c'est bon, c'est partagé, et sauf sur LinkedIn. Donc, vous le mettez, et ensuite, vous insérez uniquement le QR code que vous voyez devant vous là. Vous le mettez, vous mettez votre pseudo, et dès qu'on a atteint un certain nombre, je lance le. On patiente encore 1 minute avant de lancer le Kahoot.
Le temps du caout, on va enlever le logo du cabinet Lanignan pour que les internautes puissent bien voir. Ben, on va lancer maintenant. Et donc, la bonne réponse était 2, définition officielle. Quelle institution de l'Union européenne a défini la RSE? Est-ce le Parlement européen? La bonne réponse était la Commission de l'Union européenne. Je l'ai abordé tout à l'heure. Selon vous, il y a combien de piliers dans la norme ISO 26000? On a 7 piliers. Cinquième pilier de question centrale de la norme ISO, la vérité des pratiques. Elle implique quoi? Donc, elle implique de lutter contre la corruption, mais également de faire preuve de responsabilité dans sa chaîne de valeur. Alors, on y va. Cette question compte double, donc il y a la possibilité de rebondir. Que signifie l'expression partie prenante? Décidément, Ronald, il est en forme, hein, mais il est talonné de près par Rock.
Alors ça, c'est une question vrai ou faux. Donc, vous répondez très rapidement. Plus on répond vite, plus on a plus de points, même quand c'est une bonne réponse. Donc, on distingue généralement trois catégories de parties prenantes, vrai ou faux. Alors, c'est faux. On continue. Ça compte double. Selon vous, les parties prenantes internes incluent, entre autres, est-ce les salariés, la direction, les clients ou les fournisseurs? Donc, la bonne réponse ou les bonnes réponses étaient salariés et direction. Maintenant, les parties prenantes externes. Et les bonnes réponses étaient concurrents et riverains. Vrai ou faux? Et ça compte double. Est-ce que les actionnaires sont les seules parties prenantes qui sont considérées à la fois comme internes et externes? Vrai ou faux? C'est vrai. Ça compte double. Waouh. Ok, qui prend la tête. Alors, on continue. Ici, cette fois-ci, c'est un puzzle. Et ça compte double. Donc, on a abordé les quatre étapes d'élaboration d'une politique RSE. Vous allez les ranger de la première étape à la quatrième étape. Donc, la première étape en haut et la quatrième étape en bas. Pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Twitch ou encore Twitter, pardon, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. D'accord? On espère que au fil des semaines à venir, on sera de plus en plus nombreux à participer à ces lives-là pour apprendre, grandir et impacter. D'accord? Donc, personne n'a trouvé la réponse. La réponse était d'abord évaluation, engagement, dialogue avec les parties prenantes et terminé par l'élaboration de la politique RSE. Donc, on avance. Deuxième puzzle, cette fois-ci sur le déploiement. On a évoqué le déploiement et il y en a trois étapes. Le déploiement est structuré en trois étapes, donc il faudra tout simplement les ranger par ordre. Il reste trois questions pour terminer ce caout et cette session.
on aura relevé le défi de rester dans l'heure. Waouh, bravo pour, euh, pour Rock qui a trouvé la bonne réponse. Ici, c'est un sondage, donc dites-nous, selon vous, se doter d'une politique RSE, est-ce qu'une dépense ou un investissement? « 100%, ok. Donc le message est bien passé, c'est bel et bien un investissement. Passons aux deux dernières questions. Alors, la relation emporte de nombreux enjeux, donc choisissez votre bonne réponse ou vos bonnes réponses. Et on va terminer cette série avec la dernière question. Rock, elle a supplanté tout le monde. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à nos différentes pages. Ça ne vous coûte rien, c'est un soutien. Et surtout, ça vous permet de continuer à apprendre sur des thématiques en lien avec la RSE. Donc, cette fois-ci, toutes les réponses étaient bonnes. Donc, on va regarder à présent notre podium qui se présente comme suit. Maya, troisième, bravo. Ronald, deuxième. Et notre champion ou championne, Rock, bravo. Et bravo à Zia et Darodia également qui ont participé, à tous les participants. Mais je vous remercie. Donc, on vient de boucler avec cette première séance, ce premier live, la Cosette Lannian consacrée aux fondamentaux de la RSE. Ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour cette fois-ci aborder un autre sujet qui est également intéressant. Notamment, il s'agit des fondamentaux du handicap. Et là, on va aborder la définition du handicap. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques vont prendre fin à Paris. Donc, toute la semaine prochaine, on va parler du handicap, la définition, les différents types de handicap, comment une entreprise peut mettre en place une politique handicap, d'accord? Quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir une démarche handicap? On va aborder cela sur toutes les plateformes du cabinet Lannian, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube, tout au long de la semaine prochaine. Et le dimanche prochain, il y aura notre live d'une heure consacrée à ce thème. Ben, une fois encore, je tiens à remercier ceux qui étaient là et qui ont participé à ce live. J'espère que vous avez apprécié. J'espère avoir apporté des éléments de réponse clairs à vos différentes interrogations. Je vous invite à continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous retrouver le dimanche prochain. Au revoir.